Allez, c'est parti, plongeons directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette nouvelle explication où l'on va entreprendre un voyage psychologique honnêtement absolument fascinant. Aujourd'hui, on s'attaque à un chef-d'œuvre théologique du XVIe siècle, le célébrissime château intérieur de Thérèse d'Avila, mais on va le décoder à travers un prisme très particulier, le cadre clair et phénoménologique du nouvel humanisme. C'est quand même incroyable de se dire qu'une religieuse espagnole d'il y a 500 ans a pu cartographier avec une telle précision géométrique les mêmes structures mentales que la psychologie moderne. C'est absolument captivant de voir comment une mystique ancienne et une philosophie contemporaine décrivent en fin de compte exactement la même évolution de l'être vers l'unité absolue. Au programme de cette analyse, on commence par 1. Le château interne, ensuite 2. Le réveil de la mécanicité, 3. Le seuil de profondeur, 4. La fameuse mort du moi, et enfin 5. Notre destination vers l'unité totale. En bref, c'est une véritable visite architecturale de la conscience qui nous attend. Première grande étape de notre parcours, le château interne et son plan architectural. Alors, pour bien poser les bases, il faut redéfinir de quoi on parle exactement. Dans cette perspective profondément humaniste, l'âme n'est pas vue comme un espèce de concept métaphysique abstrait ou intouchable. Pas du tout. C'est plutôt le corps d'énergie, un corps en plein développement actif. Donc le château dont on parle, ce n'est évidemment pas un lieu physique. Ce fameux château, ça correspond de façon très précise à ce que le nouvel humanisme appelle l'espace de représentation. En fait, c'est notre espace psychologique interne. Les différentes pièces ou demeures du château cartographient simplement notre ascension, notre progression. Et l'idée est simple. Plus on s'enfonce dans les profondeurs de cet espace psychologique, plus on gagne en liberté par rapport aux réactions purement mécaniques de notre propre corps. Ce qui nous amène à la deuxième étape, le réveil de la mécanicité, face à ce qu'on pourrait appeler les murs extérieurs. Pour entamer cette ascension, il faut d'abord s'arracher au monde extérieur, qui est, avouons-le, souvent très bruyant et chaotique. Observons ce petit parallèle. D'un côté, Thérèse d'Avila utilise une imagerie super poétique. Elle part de bestioles, de reptiles et du vacarme assourdissant du monde qui assaille l'âme dans les toutes premières demeures. De l'autre côté, le nouvel humanisme pointe du doigt exactement la même réalité, la conscience de veille ordinaire. Dans cet état très mécanique, l'être humain est complètement dispersé. On est piégé dans une sorte de rêverie périphérique, on réagit aveuglément aux stimuli extérieurs. À ce stade-là, le fameux « moi » n'est au final qu'une grande illusion, un simple produit fabriqué par notre mémoire. Et pour sortir de cette illusion, disons-le clairement, ça demande un effort de volonté colossal dans les deuxième et troisième demeures. Ce n'est pas du tout passif, hein. Il faut d'abord regarder la réalité en face, reconnaître ses propres contradictions et vouloir sincèrement cette unité interne. Ensuite, on applique une discipline de fer axée sur la connaissance de soi. L'objectif, nettoyer les climats interno-toxiques et reprendre le contrôle de ces images mentales chaotiques qui nous pompent tellement d'énergie pour rien. C'est un vrai travail de fond contre nos propres automatismes. Mais alors, la grande question c'est, que se passe-t-il une fois que ce grand ménage est fait ? Passons maintenant à la troisième étape, le seuil de profondeur, l'art de franchir ce seuil délicat. On arrive ici au quatrième demeure, et c'est un véritable point de bascule. La nature même du travail qu'on fait sur soi change du tout au tout. Que se passe-t-il exactement quand cet énorme effort humain et l'action mécanique s'arrêtent enfin ? Quand la discipline un peu rigide s'efface pour laisser la place à autre chose ? C'est une transition vraiment magnifique. La lutte cesse et on commence à percevoir une force interne infiniment plus profonde. Ce basculement, Thérèse d'Avila le décrit à gauche comme la prière de quiétude. C'est le moment où l'action humaine s'arrête net, laissant place à ce qu'elle appelle des dons surnaturels. Si on traduit ça à droite avec les mots du nouvel humanisme, c'est tout simplement l'entrée dans les niveaux profonds de la conscience. C'est fascinant, l'opérateur expérimente une relaxation mentale totale, le petit vélo dans la tête s'arrête, le dialogue interne est suspendu, et le résultat de ce silence, l'énergie se remet à circuler de façon complètement fluide, libérée des blocages qu'imposent habituellement nos sens. Chapitre 4, et on ralentit un peu ici car c'est un moment charnière, la mort du moi, ou la véritable métamorphose de l'esprit. Cette libre circulation de l'énergie nous propulse directement dans les cinquièmes demeures, le cœur battant de toute cette évolution. J'adore cette image, la mort métaphorique du ver à soie pour permettre la naissance du papillon. C'est d'une poésie folle, mais c'est surtout d'une précision psychologique redoutable. Le ver doit littéralement tisser son propre cocon et mourir à sa forme d'origine pour pouvoir s'envoler. Ça illustre parfaitement le mécanisme qui se joue ici, une véritable fin avant une renaissance totale.
Le point absolument central ici, c'est cette fameuse notion de la mort du moi. Attention, on ne parle pas du tout d'une destruction sombre ou tragique, pas du tout. C'est un processus de transmutation brillant, une transformation pure de l'esprit. C'est la désarticulation consciente de notre personnalité biographique. Vous savez, toute cette histoire qu'on se raconte, lourde de souvenirs, de conditionnements, de vieilles blessures, on s'en détache pour enfin donner naissance à notre véritable esprit. C'est en laissant tomber ce vieux manteau historique qu'on consolide ce qu'on appelle notre centre de gravité interne, une étape vitale pour évoluer vers l'unité. Et une fois que ce centre est bien ancré, les sixièmes demeures s'ouvrent à nous, et là, c'est intense. Thérèse d'Avila évoque des épreuves gigantesques, des extases mystiques et ces fameuses blessures d'amour. D'un point de vue phénoménologique, ça correspond à l'atteinte de la conscience inspirée. L'individu commence à manier une force monumentale dans les niveaux les plus insondables de sa psyché. Mais attention, c'est loin d'être une balade de santé. C'est précisément là qu'il faut regarder en face et dissoudre les peurs les plus primales et ultimes. Pourquoi ? Parce que si on ne le fait pas, la psyché risque littéralement de se fragmenter sous le poids et la magnitude de cette énergie inédite. Ce qui nous mène à la cinquième et toute dernière étape de notre voyage, vers l'unité totale, l'entrée dans les dernières demeures. Si on parvient à surmonter ces épreuves et à dissoudre ces peurs, le chemin évolutif atteint son sommet absolu. Pour la mystique espagnole, on arrive au mariage spirituel, cette union fusionnelle et indissociable entre l'âme et le divin. Sous la loupe du nouvel humanisme, cette unification totale a un nom, c'est la transcendance pure de la dualité. On arrête enfin de voir la forme et la non-forme comme des opposés qui se battent en duel. On les perçoit comme de parfaits compléments. On ressent dans ses tripes qu'on est une partie intime, une partie structurelle de l'univers tout entier. Et honnêtement, il n'y a pas de meilleure image pour illustrer cette vision humaniste ultime que le ruban de Möbius. Pensez-y, ce ruban n'a qu'une seule face continue. Eh bien, la perception s'unifie de la même manière spectaculaire. L'une et le tout deviennent littéralement une seule et même chose. Le château intérieur dont on parlait au début n'a plus aucune muraille, il n'y a plus la moindre séparation. Le monde intérieur et le monde extérieur ont fusionné pour devenir une seule réalité immense et continue. Ce qui nous laisse avec une réflexion finale assez vertigineuse. Si les murs du château n'existent plus, si toute cette architecture de séparation a volé en éclats et que l'intérieur est devenu l'extérieur, à quoi ressemble concrètement l'expérience d'un être humain pleinement évolué, vivant chaque jour de sa vie totalement libéré de toute dualité ? C'est l'une des frontières les plus extraordinaires de notre psychologie. Ça reste à explorer, bien sûr, mais ça nous montre surtout les possibilités absolument illimitées de notre propre conscience.